Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans le cadre de ces jeudis des abattoirs en ligne. Nous sommes aujourd'hui en conversation avec Nissen Cosentini et je suis ravie que vous soyez tous avec nous où que vous soyez. Je vais présenter Nissen Cosentini qui expose aujourd'hui dans les abattoirs dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Au-delà des apparences, il était une fois, il sera une fois, une exposition à l'initiative de la commissaire Misla Lipsekal, qui est une commissaire éthiopienne qui est basée à Vancouver. Et donc, ce projet pensé par Misla prend place dans le cadre de la saison Africa 2020 et notamment dans le cadre du Focus Femmes. Donc, c'est une exposition qui rassemble près d'une dizaine d'artistes africaines qui partagent des interrogations sur la question de la transmission des nouvelles technologies et l'histoire des nouvelles technologies, mais aussi leur réalité aujourd'hui. Des questions qui, bien évidemment, dépassent largement aussi bien le cadre de l'Afrique que celui de la France et qui sont des questions, on va dire, mondiales aujourd'hui. Le point de départ de ce projet, c'est de faire évidemment le constat que la question des nouvelles technologies et que la vitesse des technologies fait que nous habitons une réalité d'une certaine manière qui va plus vite que celle que ce que nous avons comme capacité parfois de la comprendre. Et en même temps, elle nous permet aussi cette rapidité d'échange, de transmission. L'année que nous venons de passer et l'année que nous avons commencé montre bien aussi cet enchevêtrement des transmissions et des difficultés aussi bien de circulation que d'enchevêtrement des informations. Et en parallèle, depuis plusieurs années, se soulève aussi la question des histoires qui restent à continuer à écrire, à construire, des histoires que nous n'avons pas vues jusque-là et de comment nous les transmettons et nous les réécrivons. Donc, nous avons choisi dans le cadre de ces jeudis des abattoirs de donner la parole aux artistes qui prennent part et qui ont accepté de venir prendre part à cette exposition et à notre invitation. Et aujourd'hui, nous accueillons Nissen Cosentini, dont je vais décrire le parcours en vraiment très très peu de mots, puis nous allons discuter avec elle et revenir notamment sur les œuvres qu'elle présente dans ce projet. Nissen, tu es née en 1976 à Sfax. Tu vis à Tunis, donc en Tunisie. Tu es une artiste qui pratique aussi bien la photographie, la vidéo, aussi le dessin, l'écriture, la sculpture. Tu es diplômée de l'École des Beaux-Arts de Tunis. Tu as aussi étudié à l'université Marc Bloch à Strasbourg et à la Sorbonne. Et pour évoquer ton art en quelques mots très très rapides, ton travail tourne, quel que soit le médium, beaucoup autour de la question de la mémoire, du corps, des origines, de la question des temps anciens comme des temps actuels. Ton travail, il est aussi minimaliste, y compris dans ton travail photographique. Il est aussi un travail qui est très étonnant parce que tu travailles beaucoup sur les écritures, mais ces écritures, elles sont presque paradoxalement devenues parfois des formes géométriques, presque des abstractions, et tu réactives des écritures disparues et qui pourtant au final, même lorsque tu les réactives, peuvent toujours échapper à la lecture. Donc un grand paradoxe, la manière dont tu entrelaces toutes ces questions, abstraction, écriture, chorégraphie du corps. Nous sommes heureux que les trois œuvres que nous présentons toi dans l'exposition sont des œuvres très différentes, puisqu'il y a aussi bien des vidéos, un dessin et des dessins des écritures sur verre. Et ce sont aussi des œuvres réalisées à des moments très différents de ta carrière, puisque la première œuvre, c'est Stories de 2011, et au contraire, les deux dernières œuvres que nous présentons de toi sont des œuvres que tu as réalisées l'année dernière et qui ont fait dans leur ensemble l'objet d'une exposition très récente, monographique, à la galerie Sabrina Amrani à Madrid. Compte tenu des circonstances, on parle avec toi entre Toulouse et Tunis. Merci beaucoup à toi, Nissen, d'avoir accepté cette invitation. Et je te propose qu'on commence à parler de ces trois œuvres qui sont dans le projet. Peut-être que si on commence chronologiquement, nous pouvons parler de l'œuvre Stories. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette œuvre ?
Oui, avec plaisir. Merci Annabelle. Je suis très ravie de discuter avec toi sur mon travail. Donc, pour Stories, c'est une vidéo que j'ai réalisée en 2011 qui représente en fait ma grand-mère en train de raconter des histoires. Ma grand-mère qui était conteuse, moi j'ai vécu mon enfance, une bonne période de mon enfance avec elle et chaque jour, voilà, elle me racontait un conte. Et c'était une tradition dans la société tunisienne, ces femmes conteuses. Cette vidéo de ma grand-mère s'inscrit dans un questionnement qui est au cœur de mon travail par rapport à la question de la mémoire et de l'oubli et de la transmission aussi et la perte de cette transmission entre les générations. C'est quelque chose que tu soulignes qui est un grand paradoxe aussi, hein, qui revient aussi à plusieurs autres reprises dans l'exposition, notamment dans le travail de Myriam Benani, et qui est aussi une sorte de figure qui a été très à l'avant dans la réflexion avec Misla, puisque le point de départ de l'exposition, tu parles de ta grand-mère, et ta grand-mère est le point final de cette exposition, c'était la grammaire de ma grand-mère de Jean-Pierre Bécolo. Donc, c'est vrai que c'était aussi cette idée-là. Et donc, dans cette idée qu'il existe quelque chose au-delà de l'apparence, qu'il était une fois, qu'il sera une fois, c'est vrai que cette vidéo, elle est un paradoxe parce que tu dis bien, on n'a jamais autant pu archiver. En même temps, on archive tellement qu'on ne sait pas toujours comment retrouver les archives. Que d'une certaine manière, tu as sauvegardé une mémoire qui est déjà une mémoire perdue sous cette forme-là. Mais moi, je pense qu'aussi, tu racontes une autre forme de conte, hein, parce que le paradoxe aussi de cette vidéo, c'est presque qu'elle a un côté presque poétique surréaliste, puisque quand elle part d'une histoire et qu'elle raconte une autre histoire, d'une certaine manière, elle crée une nouvelle histoire qui n'existait sûrement pas dans ses histoires originelles. Et c'est vrai, cette question de la transmission familiale, historique, elle est aussi présente dans les œuvres récentes dans les leçons de grammaire, mais cette fois-ci via ton père et dans une technique très différente. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette seconde œuvre? Ouais, c'est vrai que au début de ma carrière, j'ai beaucoup puisé dans l'histoire familiale. J'ai beaucoup cherché dans les albums familiaux. Je travaille avec ma grand-mère et dans mes œuvres récentes, je me suis intéressée au texte et à cet héritage poétique, littéraire et philosophique. Donc, par exemple, dans Grammar Lessons, c'est en fait des leçons de grammaire que j'ai trouvées dans un ancien cahier de mon grand-père. C'était avec la technique de l'encre sous verre. Et la superposition des textes, c'est vrai, c'est une technique que j'utilise beaucoup dans mes œuvres récentes. Copier des textes, mais les copier en les je copie, c'est comme si je trace ou j'inscris la trace du texte, mais en même temps, cette trace, elle se perd parce qu'elle devient indéchiffrable, elle est inaccessible. Que je trouve très étonnant dans cette inaccessibilité, c'est qu'en même temps, tu fais appel à beaucoup de choses qu'on pourrait reconnaître dans notre histoire commune. Je pense évidemment la beauté de l'écriture calligraphique, parce qu'il faut dire ce sont des œuvres d'une très grande beauté. Quand on regarde le détail de l'écriture, en même temps, ce sont des œuvres qui font référence dans cette beauté de l'écriture au palimpseste, hein, qui est le fait d'écrire, de réécrire, qui a longtemps permis justement de retrouver des textes originaux de l'Antiquité via le Moyen-Âge. Et en même temps, tu fais appel aussi à des références très contemporaines.
parce qu'on a une vraie référence aussi à l'histoire de l'abstraction, parce que cette technique du verbe fait qu'on a vraiment l'impression que ces œuvres, elles sont des géométries flottantes, hein, aussi bien des abstractions presque russes à la Malevich que des abstractions cinétiques des années 50. Donc cette inaccessibilité, en même temps, elle nous rappelle beaucoup de choses qui nous sont accessibles. Oui, c'est vrai que le texte devient pour moi aussi comme un matériau de travail, hein. L'idée de l'abstraction, ça, voilà, je m'intéresse beaucoup. Je lis beaucoup en français, donc en langue française, même si bien sûr la langue arabe c'est ma langue maternelle. Et c'était pendant mes études doctorales, je me suis intéressée à la littérature et à la philosophie, la poésie et la philosophie arabe, et j'ai lu beaucoup de références, mais en langue française. Donc après, en parallèle, je me suis dit, il vaut mieux que je lise ces textes dans la langue originale, qui est ma propre langue. Et je me suis confrontée à cette difficulté d'accéder vraiment à cette langue ou au sens des textes à travers ma propre langue. C'est à partir de cette frustration en fait personnelle que j'ai vécue, que j'ai commencé à copier tous les textes que je lis. Donc, copier, mais c'est aussi une accessibilité pour moi du sens. Je les traduis à travers ces compositions géométriques et cette technique de superposition. Et justement, dans cette technique, ce qui est assez nouveau par rapport à ton travail très géométrique, très noir et blanc, hein, notamment ton travail photographique a beaucoup été noir et blanc, y compris les corps de femmes, les chorégraphies. Et dans ton tout dernier travail, il y a une très étonnante encre mauve qui te permet de relire notamment et de réécrire des textes donc de Ibn Khaldun. J'espère que je prononce pas trop mal son nom, qui est donc un des grands penseurs médiévaux, qui est un grand penseur qu'on pourrait appeler presque aujourd'hui, rétrospectivement, un grand penseur de la sociologie. Tout à fait. Et je trouvais aussi que ce que tu dis par rapport à ça, le paradoxe, c'est qu'on oublie aussi combien, à l'époque médiévale, l'Occident a eu accès à beaucoup de textes, lui, via la langue arabe et les traductions vers la langue latine. Et toi, aujourd'hui, tu fais ce travail inverse. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à cette très étonnante encre violette pour ton travail et aussi à travailler le travail de ce sociologue médiéval, aussi paradoxal que soit le terme? Oui, l'encre violet, en fait, c'est l'encre qu'on utilisait dans les écoles primaires quand on écrivait avec la plume et l'encre. Je ne sais pas si tu écrivais avec l'encre quand tu étais enfant à l'école. Moi, j'ai vécu ça pendant juste 2 ou 3 années. Mais en fait aussi, dans les cahiers que j'ai trouvés de mon grand-père, il y avait l'écriture à l'encre violet, en violet, voilà, violette. Et c'est une encre, voilà, qu'on utilisait dans les écoles. Donc, j'ai cherché cette encre et j'ai copié ces textes avec cette encre qui me rappelle mon enfance aussi, hein. Me rappelle mon enfance et toute une époque où on écrivait avec cette encre violette dans les écoles primaires. Évidemment, parce que tu l'écris de telle manière à ce que tu remplisses toute la page et en même temps, de telle manière, le paradoxe aussi, c'est que ça finit par s'effacer. Ça, en fait, c'était vraiment... je me suis inspirée aussi des cahiers que j'ai trouvés, parce qu'il y a des pages où l'encre était un peu, comment dire, effacée, diluée, comme s'il était dilué dans l'eau. Et l'élément eau, en fait, je l'ai souvent utilisé dans mon travail, donc il est assez présent. Et j'ai eu l'idée d'explorer cette idée d'effacement du texte
ou de cette idée d'indéchiffrable en utilisant, en diluant en fait ma propre écriture. Donc dans History Lessons, j'écrivais à l'encre et en même temps après voilà je le diluais dans l'eau. Donc le texte voilà il est dilué, il est voilà comme voilà, il ne reste des phrases que parfois quelques lettres ou quelques mots. Le reste est voilà complètement effacé par l'eau. Et pourquoi donc ce penseur? Pourquoi avoir choisi ce penseur spécifiquement pour ces textes-là? Déjà, voilà, Ibn Khaldoun, c'est un penseur tunisien. Donc, quand on étudie beaucoup à l'école, chez nous, et dans son livre, son célèbre livre, l'introduction, Al-Muqaddima, il y a beaucoup de textes sur l'histoire tunisienne à l'époque médiévale, donc plus précisément l'histoire des Berbères en Tunisie. Donc c'est voilà, c'est l'histoire que nous étudions beaucoup, ouais, et que j'ai étudiée quand j'étais enfant. Ouais. Donc ouais, voilà, c'est une référence qu'on étudie. Et dans son contenu, est-ce qu'il y a des choses qui sont restées importantes pour toi dans ce contenu de ces textes si particuliers? De ce que j'ai copié ou du livre d'une manière? De sa lecture en lui-même? C'est que Ibn Khaldoun, en fait, dans ses écrits, il parle beaucoup de cette idée aussi de perte. Hein. Et l'histoire, selon Ibn Khaldoun, c'est comme un cycle. Donc voilà, ça part et ça revient. Et cette idée, oui, c'est cette idée que je questionne moi-même, cette idée de perte, mais en même temps, voilà, on perd quelque chose, mais on attrape autre chose. Et je crois, on n'est pas conscient, mais on ne perd pas vraiment parce que les traces se renouvellent, se réinventent tout simplement. C'est pas perdu. Quand tu parles de ces traces pas perdues, ça me fait penser aussi à ce bureau d'écolier que tu as réalisé également, où tu as gravé en doré, donc presque à l'inverse des graffitis on va dire des élèves qui s'ennuieraient, que tu as gravé comme si, d'une certaine manière, il nous restait beaucoup plus que l'on ne croyait de ces moments d'école. Oui, ouais. J'ai gravé des prénoms. Et c'était les prénoms dont je me souvenais de mes camarades de classe. Donc voilà, donc l'écriture en fait c'est des prénoms de filles et de garçons. Et oui, ça marque oui notre présence en fait. C'est cette présence et c'est comme j'ai dit, c'est en opposition à l'idée de la perte. Donc, je crois que la notion de perte, elle n'exprime pas la disparition, mais plutôt voilà ce cycle où on se réinvente en continu. Je pense que c'est très juste que tu dis ce cycle où on se réinvente en continu et où c'est très paradoxal d'arriver à se réécrire en continu, de par les informations qu'on reçoit, de par le tri de ce qu'on reçoit. Et d'une certaine manière, ton travail, je trouve aussi qu'il fait sélection pour nous d'un certain nombre peut-être de choses auxquelles qu'on ne regarderait plus ou donc qu'on ne comprendrait plus. Je pense notamment aussi parfois à des objets que tu as un peu retrouvés et réactivés. Je pense notamment à Heaven or Hell, cette vidéo que l'on doit poser au sol et dans laquelle il y a cette très étonnante objet dont on pourrait penser qu'il est
aussi bien une roulette russe à l'ancienne qu'une boîte à musique et dont on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Est-ce que tu peux nous dire comment toi-même tu as retrouvé cet étonnant objet? Oui, c'est en fait comme une sorte d'arabesque. C'est une forme géométrique. Et dans cette vidéo, je me suis inspirée en fait de la vidéo de Marcel Duchamp, Anémique Cinéma, voilà, où il y a aussi voilà, cette idée de rotation. C'est toute une. J'ai fait cette vidéo dans le cadre et au moment d'une réflexion sur l'héritage, c'est vrai, de la pensée arabe. Je me sens déconnectée. Et il n'y a pas eu vraiment une continuité entre la pratique de l'art contemporain, par exemple en Tunisie, et tout notre héritage par rapport, voilà, à l'art islamique. Et voilà, il y a comme une sorte par rapport à cette forme d'éclatement, de désorientation aussi. Et ce que je cherche par rapport aux formes géométriques, par rapport au texte, par rapport à la technique, par exemple, de l'encre sous verre, qui est une technique très présente dans les traditions de l'art voilà, en Tunisie, que j'essaie un peu de réinventer par rapport à mon travail. J'essaie un peu de trouver voilà, des repères dans ma pratique à partir de cette tradition artistique dont je m'appartiens. Merci beaucoup parce que c'est vraiment très intéressant tout ce que tu racontes. Tu parles évidemment avec le temps, on va pas pouvoir aborder tous les aspects de ton travail. Je parle aussi au fait qu'on n'a pas évoqué aussi le fait que tu aies fait beaucoup de photographies, que tu as aussi beaucoup photographié le corps féminin, donc je disais dans ces costumes blancs. Et donc ce rapport au féminin me permet de faire une transition vers le contexte dans lequel on montre cette exposition. Et puis, notre histoire artistique commune fait aussi que c'est la deuxième fois que nous collaborons toutes les deux dans un projet qui rassemble uniquement des artistes femmes africaines, puisqu'il y a quelques années, nous avons participé toutes les deux, donc moi en tant que co-commissaire, toi en tant qu'artiste, dans un projet qui avait été lancé par Orlando Rinorio Brito, qui est actuellement le directeur du Centre d'art des îles Canaries, sont donc ces îles qui sont espagnoles, mais qui sont entre l'Espagne et l'Afrique. Et donc, l'exposition avait fait 3 étapes. Ça s'appelait l'Iris de Lucie, donc entre le musée Caléon, le musée d'art contemporain de Rochefort que je dirigeais à l'époque, et donc le centre d'art, le CAM des îles Canaries. Et à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait ce contexte entièrement féminin et en même temps d'artistes qui ne parlaient pas forcément uniquement du féminin. Ça, c'était un parti pris important et qui est aussi le parti pris de ce projet avec Misla Lipsekal. C'est-à-dire que les femmes, évidemment, au-delà de traiter de la question qui est en rapport avec la féminité, traitent des questions complètement sociétales, universelles pour toutes, et qu'en même temps, elles sont, via la situation actuelle, moins montré. C'était déjà le constat qu'on faisait en 2015 dans cette expo L'Iris de Lucie. Et donc, il y a un constat qui a déjà 5 ans. Depuis 5 ans, les choses ont beaucoup bougé. Il y a eu MeToo, il y a eu Black Lives Matter, il y a eu beaucoup de choses également. Il y a eu dans le monde arabe aussi, qui est ton contexte. Et en même temps, ces questions-là, aucune ne sont vraiment réglées. Hein. On est toujours à l'intérieur de tout ça. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'être présenté et de participer à des projets comme ça qui sont des projets d'artistes femmes, hein, avec aussi ce lien et ce rassemblement d'artistes femmes très, très fortes. Toutes des artistes assez incroyables, je dois dire, dont je suis tellement heureuse de travailler avec vous toutes. Oui, c'est vrai, ouais, parce que si je suis artiste femme, je me suis souvent trouvée dans ce genre de contexte avec des artistes femmes. Je ne sais pas si nous, parce qu'on est femmes,
on traite des questions spécifiques, donc on n'est pas catégorisé. Mais je crois que le fait d'être dans ces expositions, c'est comme une sorte ou acte de résistance pour être sur la scène, pour se confirmer, pour échanger ensemble aussi, parce que c'est important. Donc, voilà, on n'est pas forcément voilà, dans une catégorie spécifique, mais je crois que oui, être femme, être artiste femme, on aborde les questions d'une manière particulière. C'est certain. Comment, je ne sais pas. C'est vrai que parce que moi, voilà, je traite des questions en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, mais voilà, je ne pense pas, voilà, voilà, quand je réfléchis sur des questions en tant que, voilà, spécifiquement femme. Ouais. Et les questions, par exemple, de la mémoire et de l'oubli, c'est vrai que mes références, c'est souvent les femmes. Peut-être parce que, voilà, sans me défendre, parce que peut-être je suis femme et je me sens plus intéressée ou, voilà, plus proche des femmes. Mais la question en soi, c'est une question qui nous concerne tous. Oui, je souscris tout à fait à ce que tu dis. Ce qui, pour moi, je dirais en tant que commissaire d'exposition et qu'historienne de l'art motive ces expositions, c'est que je dis souvent que je ne suis pas très satisfaite d'avoir à faire des expositions que de femmes. Je pense que la question ne devrait pas se poser. Mais tant que nous ne serons pas arrivés à une égalité de visibilité, ce sont des moments, de certaines manières, de choix de résistance, comme tu le disais, ou de parti pris, par lesquels il faut passer pour se poser ces questions-là. Et c'est vrai que nous sommes aussi dans le cadre d'expositions liées à l'Afrique. En même temps, l'Afrique, c'est tellement vaste. Je dis souvent, par exemple, de toi, de Tunisie à l'Afrique du Sud, il y a un vaste continent, tout comme on pourrait faire la même réflexion pour l'Europe, entre le Portugal et la Russie. Il y a aussi un vaste continent. Que penses-tu de ce cadre-là aussi? Et puis, si tu pouvais aussi nous dire quelques petits mots sur, je dois dire, on entend beaucoup que la scène tunisienne actuellement culturelle, il y a quelque chose qui se passe depuis plusieurs années, une sorte de… alors, j'aime pas le mot effervescence, c'est pas ce que je veux dire, mais une sorte d'émergence de beaucoup de figures, de sujets, de discussions entre vous qui ont l'air assez importantes, auxquelles on aimerait avoir plus facilement accès, même si aujourd'hui nous sommes tous confinés dans nos pays respectifs. Oui. Par rapport à l'Afrique, c'est vrai que moi, je saute sur toutes les occasions où je me retrouve voilà, dans un contexte d'exposition avec des artistes africains. Parce que c'est vrai, j'appartiens au continent et il y a des connexions. J'ai envie d'échanger avec les artistes africains, mais les occasions sont rares. Donc, j'ai participé 2 fois à la Biennale de la photo de Bamako. C'est toujours pour moi un plaisir, voilà, de rencontrer les photographes africains. Et pour cette exposition, quand Misla m'a contactée, je lui ai dit, sans réfléchir, bien sûr, j'aime beaucoup travailler avec elle, déjà Misla, mais aussi participer à une exposition d'artistes africains, échanger, découvrir leurs pratiques, c'est vraiment très important pour moi. Après, pour la Tunisie, oui, c'est vrai, c'est vrai nous, Tunisiens, on est souvent assez pessimistes depuis ces 10 dernières années, après la révolution, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est encore pas très stable.
mais paradoxalement, par rapport à l'art et à la culture, ça s'est beaucoup développé. Et il y a une émergence de beaucoup d'artistes, de jeunes artistes, que ce soit dans l'art contemporain, mais aussi en cinéma, par exemple. En cinéma, vraiment, il y a presque un avant et un après. Aujourd'hui, on est très fiers qu'il y a des films sur la scène, voilà, internationale, primés, voilà. Le théâtre aussi, la danse. C'est vrai qu'il y a aussi l'émergence de plusieurs lieux d'art, voilà, des centres d'art, des résidences, des galeries. Et ça, oui, je suis vraiment très ravie et paradoxalement aussi très fière et heureuse de vivre dans mon pays dans cette période cruciale, mais en même temps très riche. Je vais te poser une dernière question après cette riche conversation, justement. Comment ça se passe pour toi en ce moment pour créer dans cette période complexe? Est-ce que ça change les choses? Évidemment, ça change pour tout le monde, mais est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça? Oui, c'est vrai. Moi, le point qui commence vraiment à me fatiguer, à me désorienter, c'est le fait que je n'arrive plus à me déplacer. C'est qu'il y a, je crois que depuis janvier ou février, j'ai pas bougé, j'ai pas quitté la Tunisie. Et pour moi, voilà, le fait, ce manque de mobilité, voilà, est assez lourd. Je n'arrive pas à m'habituer ou à m'adapter. Mais en même temps, pour la création, moi, je suis souvent, voilà, je suis quelqu'un solitaire. Je travaille beaucoup dans mon atelier. Je peux rester des jours, ne pas sortir de mon atelier. Déjà, par rapport à ma pratique, et le geste d'écriture, par exemple, c'est des moments qui prennent beaucoup de temps. Parfois, je travaille en continu, j'oublie de manger, j'oublie de dormir. Donc je suis restée, voilà, je garde mon rythme. Ça, de ce point-là, ça me dérange pas beaucoup. Je suis déjà quelqu'un d'assez déconnecté, en fait, un peu enfermé dans mon monde. Donc là, voilà, il y a pas eu beaucoup de changements par rapport à ma vie. Merci beaucoup, Nicène, pour cette conversation. Je vais finir sur cette idée du monde de Nicène, parce que nous, on a hâte de vous faire découvrir à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui ou qui nous suivez en décalé, le monde de Nicène, notamment lorsqu'on pourra ouvrir les portes des abattoirs, vous pourrez découvrir son travail, avec donc des œuvres très différentes qui vous permettront de vraiment avoir un aperçu trop rapide, mais quand même une vraie entrée dans ton travail. Merci beaucoup pour avoir échangé avec nous sur cette exposition, sur ces œuvres. Merci beaucoup à toi et on a hâte de voir les prochaines œuvres que tu auras réalisées pendant ce moment quand même difficile. Merci beaucoup pour cet échange, Nicène, et merci à vous tous qui nous avez suivis et à bientôt.